Dans Bon et à savoir, chaque semaine, nous voyageons dans les coulisses de notre alimentation. Au menu, secrets de fabrication, produits du terroir exceptionnels, conseils de grands chefs pour cuisiner malin et pas cher. Un moelleux, une sardine, à suivre un cochon, un saumon. Christian Etchebest, un chef basque installé à Paris, a décidé de quitter ses fourneaux pour nous guider dans cette aventure étonnante et délicieuse. Bonjour, cette semaine, dans Bon et à savoir, je suis en Belgique pour aller voir les vaches les plus musclées du monde. Dans cette émission, Christian va tout nous apprendre sur cette championne du beefsteak. Une championne élevée en Belgique où l'on apprécie particulièrement sa viande fondante et sans graisse, de quoi donner des idées à notre chef. Le beefsteak justement, mais aussi la côte de bœuf ou l'entrecôte, comment bien choisir sa viande de bœuf. Au supermarché ou chez le boucher, nous vous donnerons toutes les astuces pour acheter les meilleurs morceaux, bien les conserver et surtout bien les cuisiner. Nous vous dirons aussi tout sur le fruit préféré des enfants, la banane. Savez-vous qu'il en existe des roses et d'autres sans sucre? Vous verrez comment on la garde verte jusqu'à son arrivée en France et nous vous donnerons des recettes qui séduiront les petits, mais aussi les grands. Mais tout d'abord, des révélations sur le miel. Savez-vous qu'à Paris même, les abeilles fabriquent plusieurs tonnes d'un miel délicieux, meilleur même que celui des ruches de nos campagnes. Vous verrez pourquoi. Et une recette étonnante à essayer dès demain dimanche. Comment, en 4 minutes, fabriquer vous-même un miel artificiel à base de produits très simples, incroyables et délicieux. Le miel. Chaud, froid, en tartine ou dans un bon lait chaud. Avec le retour de l'hiver, c'est l'heure de faire appel à ce merveilleux produit de la nature. La plupart d'entre nous l'adorent, mais que savons-nous vraiment de ce mets si délicieux? Pour commencer, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent vraiment rien au miel. Partout dans la nature, il y a des fleurs. Du printemps à l'automne, les abeilles y récoltent le nectar qu'elles ramènent à la ruche. C'est là qu'elles transforment ce nectar en miel qui leur servira de nourriture pendant l'hiver. Les apiculteurs placent donc leurs ruches en pleine campagne, à proximité des fleurs. Et pourtant, regardez celle-ci. Nous sommes sur le toit de l'Opéra, en plein Paris. Et ce n'est pas une plaisanterie. Dans ces ruches, il y a de vraies abeilles qui produisent ici même un miel délicieux. Cela fait maintenant 25 ans qu'elles sont installées ici. Pour s'en occuper, Jean Pocton, par amour des abeilles, cet ancien accessoiriste de l'Opéra, est devenu apiculteur. On est ici à quelques mètres en hauteur sur les toits de l'Opéra de Paris. Et c'est là, à cet endroit-là, que j'ai installé des ruches. Et des abeilles dans ces ruches, Jean Pocton en a pas moins de 120 000. Des abeilles en pleine santé, même si elles vivent au beau milieu de la capitale, à des kilomètres du premier champ. Mais comment est-ce possible? C'est que Paris, on ne le sait pas, et pour les abeilles, un extraordinaire gisement de fleurs. Quand les gens sont surpris, je leur explique que finalement, les abeilles vivent très bien en ville. Les abeilles sont protégées par le fait qu'il y a beaucoup de jardins qui sont plantés souvent de beaucoup de fleurs et d'arbres. Pour aller faire leurs provisions, les abeilles n'ont donc qu'à aller butiner les fleurs des nombreux parcs de la capitale. Les récolteuses de nectar peuvent s'aventurer jusqu'à 3 km de leur ruche. Elles ont donc l'embarras du choix. Mais comment récolte-t-on le miel des ruches sans nuire aux abeilles? Pour le comprendre, direction d'autres ruches, situées elles aussi en plein Paris, mais cette fois au cœur du jardin du Luxembourg. Bon, qui c'est qui me prend l'enfumoir? Allez, hop. Première opération, déstresser les abeilles. Et pour cela, on les enfume. La fumée va endormir les abeilles qui n'aiment pas que l'on s'attaque à leur ruche. La récolte peut commencer. On retire les cadres en bois entre lesquels les abeilles ont entreposé le miel. Mais attention, les apiculteurs ne touchent jamais au bas de la ruche. Vous avez un élément très important en bas, qui est le corps de ruche. Ça, on ne récolte jamais là-dedans. Ça, c'est pour les abeilles. C'est-à-dire, en même temps, c'est là que la reine pond. C'est là que sont élevés les petits, c'est-à-dire les larves, puis les nymphes ensuite. Et c'est là qu'elles stockent leur provision de pollen et de nectar. C'est aussi là que les abeilles entreposent le miel pour que la colonie puisse passer l'hiver. Une réserve indispensable à laquelle l'apiculteur ne touche jamais. Les réserves de miel valables pour passer un hiver sont de 15 kg environ par ruche. Dans les cadres en bois du haut de la ruche, les abeilles fabriquent des alvéoles en cire où elles stockent le miel. Et quand une alvéole est pleine, elles la referment par un petit couvercle rond. On l'appelle l'opercule. L'opercule, c'est exactement la ménagère qui a fini ses confitures, qui a mis les confitures en pot
Les pots étant tous les alvéoles que les abeilles ont construits. Et quand elle est contente d'elle, la cuisinière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme le pot de confiture avec la capsule. Les abeilles font exactement pareil. Et oui, les abeilles remplissent et ferment leurs pots comme vous et moi. Le travail des apiculteurs va être de les rouvrir pour en prendre le miel sans abîmer les alvéoles. Et pour cela, ils utilisent une centrifugeuse. C'est cette machine qui ressemble à un tambour de machine à laver. Elle permet d'extraire le miel sans toucher aux alvéoles. Grâce à cela, les apiculteurs du Jardin du Luxembourg de Paris arrivent à récolter une quantité de miel impressionnante. L'an passé, nous avons dépassé la tonne en production avec une vingtaine de ruches. Une tonne de miel, c'est bien, mais a priori, le miel des villes, ça ne fait pas trop envie. On a l'impression qu'il sera moins bon que celui de nos campagnes. Eh bien, détrompez-vous, c'est tout le contraire. Ces jardins-là, c'est des fleurs qui coûtent très cher, qu'on ne traite pas n'importe comment, sur lesquelles on ne met pas de pesticides. Voilà, tout simplement. Dans les parcs de Paris, on utilise moins de pesticides qu'à la campagne. De plus, ces parcs abritent une diversité de fleurs bien plus grande que dans la nature. Or, le goût du miel dépend de la diversité des fleurs butinées. Résultat, aussi incroyable que cela puisse paraître, le miel des villes est souvent meilleur que le miel des champs. Mais au fait, qu'y a-t-il dans le miel? Essentiellement du sucre, 80%, et de l'eau. Alors quand vos enfants rentrent de l'école les soirs d'hiver et qu'ils voudraient bien un peu de miel pour agrémenter leur lait chaud, si vous avez oublié d'en acheter, pas de panique. Voici une recette extraordinaire pour créer du miel en quelques minutes avec très peu d'ingrédients. Prenez 500 g de sucre, mettez-le dans une casserole, ajoutez un quart de citron pressé et 10 centilitres d'eau. Faites chauffer 20 minutes à feu doux et incroyable, vous obtenez du miel. Évidemment, celui-ci ne vient pas des abeilles, mais il a pourtant l'air de ravir nos petits connaisseurs. Retour en Belgique où Christian Etchebest, grand amateur de viande, a tenu à découvrir avec nous des vaches et des bœufs, pas comme les autres. Bonjour Christian. Eric Coher élève ici les vaches les plus musclées du monde. Une race qui commence à conquérir le marché français car elle donne une viande de bœuf très peu grasse. Qu'est-ce que c'est musclé? C'est la race blanc-bleu belge. Ça, c'est la race blanc-bleu Blanc-bleu belge. belge, oui. D'accord. C'est une race à viande. C'est une race à viande. C'est la race à viande la plus musclée au monde. Je suis impressionné. Donc ça, on peut voir que les Belges sont un peu supérieurs aux Français pour quelque chose. Doucement, doucement, on va voir ça. Ces champions de la race bovine pèsent 1 tonne. Et sachez que ces vaches sont 100% naturelles. Les éleveurs belges ont obtenu ces beaux bébés en accouplant depuis plus d'1 siècle les plus gros taureaux avec les femelles les plus musclées. Brutus, le taureau reproducteur de l'élevage, est aujourd'hui l'heureux papa de plusieurs veaux. On a recueilli son sperme pour féconder les plus belles femelles. Nous sommes dans la nurserie. Un des veaux, né cette nuit, n'arrive pas à téter sa mère. Il faut lui venir en aide, pas de problème. Christian est à son affaire. Et alors, c'est juste qu'il y en a qui ne boivent pas encore tout seul, tu vas m'aider, tu vas donner le biberon. Je vais lui donner le biberon. Oula, il est pas vieux, il a combien celui-là? Ah, il est né hier soir, il est né hier soir. Tu mets ta main en dessous et tu laisses couler le lait comme ça, alors comme ça il va bien boire. Ah, j'aurais touché, là. Ah. Il est voulu celui-là. Ah. Ces bébés vont être allaités pendant 4 mois. Ensuite, ils passeront aux aliments solides. Foin, maïs, herbes, ils ne sont élevés qu'aux céréales. Ces veaux ont le même régime que n'importe quelle autre vache, à part qu'ils grossissent beaucoup plus vite. Et ils ne prennent pas les kilos n'importe où, tout dans les fesses. Ce qui est particulièrement intéressant pour les éleveurs, car c'est exactement là que se trouvent les meilleurs morceaux. Après 3 ans d'engraissement, les vaches atteignent leur poids idéal, soit près d'1 tonne. Celles d'Eric sont tellement belles qu'elles participent à des concours. Aujourd'hui, il demande à Christian de l'aider à les mettre en beauté, car elles doivent participer prochainement au concours national de la plus belle blanc-bleu belge. On va les rentrer, comme ça on va les tondre. Tu vas les tondre, C'est ça, d'accord. oui. Pourquoi tu vas les rentrer, tondre? donc on les tombe. Ah, tu les rembelles? Oui, Pour le pour les concours. rembelles pour aller au concours, oui. Donc c'est toi qui les tonds? Toi, ou tu peux essayer si tu veux, tu peux essayer pour voir comment ça va. Tant qu'une tondeuse, ça ira, ça ira. Moi, regarde, moi. Je me tonde tout seul, ça va. Enfin, avant, il faut arriver à les attraper. Attends. Oula. Je sais pas si elle me bien quand même. Ah, dis-moi ça. Oula. Ouh là là, c'est pas le grand amour. Je crois que t'es assez vu, toi. La tonte a pour but de bien mettre en valeur les parties du bœuf les plus charnues. Alors Christian, où se trouvent les meilleurs morceaux du bœuf? Là, on a l'entrecôte. Hein, Eric? Ça, oui, ça c'est bien. La côte de bœuf. C'est ça, oui. Là, il faut savoir que les steaks que vous mangez,
On les prend ici, hein. C'est ça, oui. Là, c'est le bon steak. Hein. Les bons steaks sont dans cette partie-là de l'animal, oui. Et là, je pense qu'il est vraiment très très bon. Hein, oui, parce que c'est vraiment costaud, vraiment très gaillard. Oui. Là, les steaks, ça sort d'ici. Et oui, la bonne viande, elle est là. Mais récapitulons pour bien comprendre. En haut, l'entrecôte. Juste en dessous, les côtes de bœuf. Et là, à l'arrière, le rumsteak et le faux filet, dans lequel on taille les steaks les plus tendres. En parlant de rumsteak, ces vaches en possèdent 2 fois plus qu'une vache classique. Regardez, la différence est flagrante. Et si elles sont plus musclées, elles sont en plus 2 fois moins grasses. Maintenant, pour déguster cette viande, Christian a rendez-vous avec René, un restaurateur de la région qui a fait de la blanc-bleu belge sa spécialité. Christian nous dévoile tous ses secrets pour obtenir la viande la plus savoureuse possible. Bon, là, René. Hein? C'est impeccable. Hein? Un steak, ne jamais le démarrer à froid, toujours la poêle bien chaude ou le grill bien chaud. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le connaissez. Très important, est-ce qu'on assaisonne avant ou après? C'est pas très grave. Moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est pas grave. Il faut surtout que ce soit bien assaisonné. Pour saler, il n'utilise que de la fleur de sel. Et plutôt que de prendre du poivre déjà moulu, qui traîne dans les cuisines, je connais par cœur, prenez un poivrier. Regardez, hop, il y a le poivre dedans. Vous mettez 3-4 coups. T'as pas le droit de louper la cuisson tellement j'ai faim. Au grill ou à la poêle, René comme Christian n'utilise que de l'huile d'olive car elle supporte des températures très élevées, contrairement au beurre qui noircit très facilement. 1 minute de chaque côté, je pense que c'est bon. Hein. Ah, regardez comment elle est belle celle-là. Alors Christian, verdict? Je tiens à vous dire, mes amis les Belges, la blanc-bleu belge, c'est vraiment une bonne viande. Mais nous avons encore des conseils à vous donner. Vous êtes perdu entre la côte de bœuf, l'entrecôte et l'onglet? Vous vous méfiez de la viande emballée du supermarché et vous ne savez jamais ce qu'il faut griller ou poêler. Dans quelques instants, comment bien choisir votre viande et comment la préparer. Et puis des révélations sur la banane, 2 fois plus énergétique que la pomme, idéale pour les sportifs et contre les fringales. Nous vous expliquerons comment on la fait venir des tropiques pour qu'elle soit mûre à point sur votre table. Cette vache est une blanc-bleu belge, mais aussi il y a la blonde aquitaine ou encore la limousine. La race, la catégorie, l'origine, Sophie Attard nous aide à y voir plus clair. Les Français raffolent de la viande de bœuf. Nous en consommons 22 kilos par an et par habitant. Et surtout, le bœuf à griller, dont les morceaux principaux s'appellent entrecôte, rumsteak, filet ou faux filet. Lesquels sont les plus goûteux? Comment les conserver? Et surtout, comment les cuisine-t-on? Vous allez découvrir les secrets d'un chef. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le bœuf. Alors bien sûr, la qualité de la viande dépend de la race. En France, les 3 grandes races à viande sont la charolaise, la limousine et la blonde d'Aquitaine. Mais le goût de la viande provient avant tout du morceau choisi. Sachez d'abord que le boucher va couper des tranches, autrement dit des steaks, dans plusieurs morceaux différents. Voyons lesquels. Ça tombe bien, Charlotte et Bertrand aiment la viande, mais ne savent jamais quel morceau choisir, alors direction la boucherie. Est-ce que vous pouvez nous aider juste sur les critères de choix, justement, sur les différentes catégories qu'on peut trouver comme morceaux de viande? Là, vous avez, par exemple, la côte de bœuf, qui est une viande un peu persillée, vous voyez, avec du gras autour, ou alors le rumsteak, qui est une viande beaucoup plus maigre, et à ce moment-là, on fait une grosse pièce de bœuf épaisse. Une viande persillée, ce n'est pas quand il y a du persil dedans, mais quand elle est grasse, comme la côte de bœuf. Ça se voit à l'œil nu. Le rumsteak, lui, a très peu de gras. Or, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est le gras qui relève le goût du bœuf. C'est pour cette raison que la côte de bœuf et l'entrecôte sont les plus goûtus. Et voici une petite astuce de notre boucher pour reconnaître un gras de bonne qualité sur une de ses pièces. Il faut que le gras se casse. Vous voyez, il ne faut pas que ça fasse un gras visqueux et lisse. Il faut que vous sentiez qu'il y a une qualité dans le gras de la viande. Un gras bien cassant. Voilà pour les morceaux comme les côtes et les entrecôtes. Passons maintenant à la viande maigre, comme le faux filet, le filet ou le rumsteak. L'avantage de ces morceaux, c'est qu'ils sont particulièrement tendres. Autre point positif, les fibres qui les constituent sont courtes, ce qui les rend faciles à mastiquer. À côté de ces morceaux classiques, il y a ceux dits à fibres longues, comme la bavette, la hampe ou l'onglet. Vous voyez, la fibre longue, vous voyez, c'est la fibre qui s'en va comme ça. Résultat, la viande est un peu plus ferme, mais elle est très juteuse. Pourquoi? Parce que ces longues fibres musculaires emprisonnent le jus pendant la cuisson. Reste un point essentiel, la couleur. Quelle apparence doit avoir la viande? Elle doit être rouge, mais surtout rouge vif. Attention aux viandes trop foncées, elles manquent souvent de fraîcheur. Voilà ce qu'il faut savoir pour bien choisir sa pièce de bœuf. Résumons-nous. Pour un goût relevé, privilégiez les côtes ou les entrecôtes.
Pour une viande maigre et tendre, choisissez le faux filet, le filet ou le rumsteak. Enfin, si vous l'aimez bien juteuse, n'hésitez pas, la bavette, l'onglet ou la hampe sont faits pour vous. L'avantage d'aller chez le boucher, c'est le service d'un vrai connaisseur. Le coup d'œil du professionnel, déjà, c'est... Vous voyez, j'ai déjà simplement qu'à regarder le gras, déjà ça me suffit. La morphologie de la bête, vous voyez, elle n'est pas trop osseuse. Une belle couleur, ça suffit. Mais si vous n'avez pas le temps d'aller à la boucherie comme Charlotte et Bertrand, n'hésitez pas, allez au supermarché. Ici aussi, il y a de la bonne viande, mais pour ne pas se tromper, il faut connaître quelques astuces. D'abord, c'est tout bête, mais regardez bien l'emballage pour vérifier si vous trouvez ce sigle. Vous avez aussi une autre norme qui s'appelle 100% muscle. Sur des entrecôtes, sur des onglets, sur des choses comme ça. D'accord ? Donc, s'il y a la mention 100% muscle sur l'emballage, c'est mieux. Ensuite, vérifiez bien le temps de conservation. Celui-ci dépend de l'emballage. Ça, c'est un emballage qui est tout simple, isolé. Et ça, c'est un emballage sous gaz, c'est-à-dire qu'au niveau de la date limite de consommation, ça ira plus loin. Les viandes emballées avec un gaz protecteur se conservent pendant 20 jours. Mais attention, celles qui se trouvent dans des emballages sous film plastique ne se conservent que pendant 5 jours. Évidemment, l'idéal en matière de temps de conservation, c'est le surgelé. Et celui-ci a un autre avantage, le prix. Exemple avec la viande hachée, vendue par paquet de 10. Idéal pour nourrir toute la famille et surtout très économique par rapport aux frais. 4 steaks hachés en ultra frais, vous en aurez pour le prix de 10 en surgelé. Attention cependant avec les steaks les moins chers, vérifiez qu'ils ne contiennent que de la viande. Vous avez le 100% bœuf et vous avez du 80% bœuf. D'accord ? C'est ce qui fait aussi que le coût sera moins élevé. Vous voyez, pour celui-ci par exemple, 80% de bœuf avec des protéines végétales de soja rajoutées. C'est la même qualité nutritive entre le 100% pur bœuf et 80% de pur bœuf avec des ajouts de protéines végétales de soja ne remplaceront jamais 100% de pur bœuf. Jamais. Du soja dans le bœuf. Eh oui, c'est permis. C'est bon, mais ça n'a pas le même goût que du pur bœuf. Reste à savoir comment cuire les viandes, qu'elles soient grasses ou maigres. Pour cela, Charlotte et Bertrand se rendent dans un petit restaurant. Première leçon, la plupart des morceaux peuvent soit se poêler, soit se griller. Pour le grill, il faut que ce soit bien chaud si vous aimez votre viande saignante. Un peu de sel, de poivre, 2 minutes de chaque côté et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à découper la côte. Le chef nous révèle sa technique pour ne rien perdre de la bête. Pour bien la découper, on commence parallèlement à l'os. Comme ça, on a moins de gâchis, on fait que des belles tranches. N'oubliez pas, une découpe bien parallèle à l'os. Passons maintenant à la poêle. Elle est particulièrement conseillée pour les morceaux à fibres longues comme la bavette ou la hampe. Et pour rendre une viande poêlée inoubliable, voici 3 astuces toutes simples qui ne prennent que quelques minutes. Première astuce, faites-la d'abord cuire dans de l'huile bien chaude. Mais rajoutez des échalotes au bout de 2 minutes pour relever le goût. Deuxième astuce, laissez refroidir votre steak après cuisson. On laisse reposer une viande autant de temps qu'elle cuit pour que les chairs se détendent un petit peu et que la viande soit beaucoup plus tendre. C'est très simple, après 5 minutes de cuisson, laissez-la reposer la même durée. Pour finir, rajoutez un peu de vin rouge dans la poêle pour décoller les sucs déposés au fond. Vous obtiendrez une sauce délicieuse pour accompagner votre viande. Voilà, vous savez tout sur le bœuf. Bon appétit! La banane est le fruit tropical par excellence. Tout de suite, tout le périple de la banane jusqu'à vos assiettes. C'est le fruit préféré des enfants, la banane. Vous pensez qu'elle est toujours jaune et bien sucrée? Détrompez-vous, il y a 1200 variétés de bananes. Sucrées, salées, de toutes les tailles, avec plein de couleurs. Bienvenue dans le monde incroyable de la banane. Vous allez découvrir que chaque banane a son application et sa recette. Astuces de grand chef, délices sucrées-salées, vous allez tout savoir sur ce fruit qui fait le bonheur des grands et des petits. En France, la banane la plus courante est jaune et elle vient d'ici, des Antilles. Et oui, la moitié de celle que nous mangeons est produite en Martinique ou en Guadeloupe. Là-bas, on récolte le fruit sur les bananiers. Vous pensez que c'est un arbre? Pas du tout. Le bananier, c'est une herbe géante qui peut atteindre 15 mètres de haut. Mais avant de faire la popote avec vos bananes, sachez que c'est à la popote que l'on doit tout. Et oui, ce nom désigne la jolie fleur qui va s'ouvrir pour donner naissance à de minuscules bananes qui deviendront le fruit que tout le monde connaît. Après 18 semaines, on peut enfin récolter les bananes. Elles sont encore vertes car elles ne sont pas mûres et incroyable, vous allez voir que d'abord, on fait tout pour qu'elles ne mûrissent pas.
Regardez, le voyage entre les Antilles et la métropole, c'est plus de 6000 km. Pour que les bananes ne s'abîment pas pendant cette traversée qui dure 3 semaines, elles sont acheminées dans des bateaux spéciaux, des frigos géants où on les conserve à 12 degrés. Une fois en France et après avoir tout fait pour les empêcher de mûrir, maintenant il faut les faire mûrir le plus vite possible. C'est pour cette raison qu'elles vont être stockées dans une salle très spéciale comme celle-ci, une mûrisserie. On va d'abord monter la température, ensuite injecter un gaz qui s'appelle de l'éthylène, qui est un gaz naturel que le fruit lui-même va produire au bout d'une journée. C'est étonnant, mais grâce à ce gaz, les bananes vont mûrir en seulement 5 jours. Prêtes à déguster? Écoutons l'avis de l'expert. Là, vous avez un fruit qui a déjà une saveur formidable. Et si pour vous, une banane mûre est forcément jaune, détrompez-vous. Incroyable, regardez, certaines bananes sont marron ou même roses. Vous ne les connaissez pas car elles sont très rares, elles viennent du Mexique. Et en plus, elles sont délicieuses. La banane rose qui est encore meilleure, qui elle est onctueuse. Et ce n'est pas fini, il y a une variété encore plus surprenante, la banane plantain. C'est la seule qui ne se mange pas crue. Elle se déguste cuite et même salée. Grâce à elle, l'un des restaurants les plus prestigieux de Paris propose des menus composés uniquement de bananes. Son chef, c'est Stéphane Essan. Il utilise toutes sortes de bananes dans ses plats, de l'apéritif au dessert. Regardez comment ce chef étoilé prépare la banane plantain. La banane est découpée dans le sens de la longueur. Ensuite, notre chef débite une escalope de volaille en morceaux très fins. Il y ajoute des feuilles de citronnier et du gingembre frais en fines lamelles, puis du curry en poudre. Enfin, il fait cuire l'ensemble sur une plaque chauffante, la plancha. Voici le résultat, c'est très appétissant. Alors, salé ou sucré, la banane, c'est délicieux. Pourtant, elle a la mauvaise réputation de faire grossir. Là encore, détrompez-vous, une banane de 100 grammes, c'est autant de calories qu'une pomme de 200 grammes, seulement 100 calories. En plus, elle contient beaucoup de sucre lent, ce qui en fait un excellent coupe-faim. Alors quand vous faites vos courses, pas de raison de vous priver. Nous allons vous donner tous les conseils pour les choisir, les conserver, mais aussi les préparer. D'abord, comment reconnaître une bonne banane ? Vous voyez, une banane, pour qu'elle soit belle et bien consommable, il faut qu'elle soit bien lisse, comme ça, bien une belle couleur, bien jaune, bien uniforme, et qu'il n'y ait pas de coups dessus. Jaune et lisse, voilà donc à quoi elles doivent ressembler quand vous les achetez. Maintenant, comment les conserver ? La règle, ne jamais les mettre au réfrigérateur. C'est un article qu'il ne faut pas mettre au frigo du tout, parce qu'elle noircit, et là, c'est peut-être, ça vous donnerait peut-être un peu des mal de ventre. Maintenant que vous savez comment les choisir et comment les conserver, vous allez voir que chaque banane a son application. Dans la famille Clément, on adore les bananes. Première astuce originale pour préparer la banane jaune des Antilles. Rappelez-vous, c'est la plus courante. Christine, la mère, nous fait découvrir les chips de bananes. C'est très facile. Il vous suffit de couper les bananes en tranches et de les plonger dans l'huile bouillante. Laissez-les frire quelques minutes, un peu de sel et voilà le résultat, des chips de bananes succulentes. Même Milo, le petit dernier, en raffole. Et ce n'est pas la seule astuce de Christine. Pour épater ses enfants, elle a une recette encore plus étonnante et très simple avec les bananes préférées des petits, les mini-bananes appelées fraisinettes. Vous allez voir, on n'est pas obligé de les manger au dessert. Pour ce plat, en plus des bananes, il vous faut du jambon, du gruyère, du beurre et de la crème fraîche. D'abord, faites revenir les mini-bananes à la poêle, quelques minutes de chaque côté. Donc je saupoudre la tranche de jambon avec un petit peu de gruyère. Je prends la petite banane et je la pose sur la tranche de jambon et je l'enroule dans le jambon. C'est très simple, on roule les bananes dans les tranches de jambon avec un peu de fromage, un peu de crème pour que ce ne soit pas trop sec et zou, 10 minutes au four en position grill. Des bananes au jambon et gruyère, ça paraît bizarre, pourtant il suffit d'écouter la réaction des petits. Là c'est super bon. Et des grands. Ils sent pas trop le goût de la banane, enfin, c'est pas trop, il y a pas trop le côté sucré de la banane, et puis le mélange avec le jambon et le gruyère, c'est assez fin en fait, c'est assez fin. Une dernière astuce pour épater vos enfants. Munissez-vous d'une aiguille et d'un fil. Faites un trou et passez le fil juste sous la peau en le faisant ressortir à chaque angle de la banane. Faites toujours entrer l'aiguille par le trou où vous l'avez sortie. Ainsi, le fil va faire le tour de la banane par l'intérieur.
Il suffira alors de tirer et quand votre enfant ouvrira la banane, elle sera coupée en morceaux, comme par magie. Voilà, cette émission en Belgique est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine.